avait un métier, qui avait fait l'école normale d'instituteur, et qui s'est trouvé, peu de temps avant la déclaration de guerre, quelques années auparavant, instituteur à l'école Paul Bert de Malakoff. Alors, entend-il, n'entend-il pas l'appel du général de Gaulle le 18 juin? Je n'en ai naturellement aucune idée. Et aucun des proches que j'ai retrouvés, pas beaucoup, n'a pu ni l'affirmer ni le confirmer. Toujours est-il que le 21 juin, 3 jours après, il est à Saint-Jean-de-Luz, avec quelqu'un qui lui succédera d'ailleurs plus tard auprès de Jean Moulin dans les mêmes fonctions. Et ils vont s'embarquer sur un bateau, je crois bien, espagnol, et de là rejoindre Londres. Il a tout de suite été affecté au service de renseignement et d'action du général de Gaulle, le Bureau central de renseignement et d'action, BCRA, et il a subi des entraînements pendant finalement relativement longtemps, puisqu'il n'a, à ma connaissance, encore une fois, je ne sais pas, mais je crois savoir, il n'a pas quitté l'Angleterre depuis la fin juin 1940, jusqu'à ce que le général de Gaulle l'envoie avec Jean Moulin et Hervé Montjarret, comme l'a rappelé Christine Lévy-Stouzet, en France pour la mission Rex. La mission Rex, c'est la mission de Jean Moulin, qui commence en effet, c'est cette partie de la vie de Jean Moulin qui commence avec cet ordre du général de Gaulle qui l'envoie en France pour organiser la résistance intérieure. Et on lui adjoint 2 officiers, Hervé Montjarret d'une part, Raymond Fassin d'autre part, et ils sont en effet tous les 3 parachutés pas très loin de Saint-Rémy-de-Provence, pour ceux qui connaissent, tout près de Saint-Andiol, où la famille de Jean Moulin avait une petite bergerie. Ils vont donc commencer cette tentative d'union des mouvements de résistance que Moulin arrivera à conduire à son terme. Et Moulin va confier à mon père l'organisation des atterrissages et parachutages clandestins, pour la plupart toujours des avions de la RAF, Lysander et Hudson pour l'essentiel, et avec des résistants du terrain. Londres, l'état-major du général de Gaulle, va renvoyer Raymond Fassin, toujours par une de ces opérations clandestines d'atterrissage de nuit, va renvoyer Raymond Fassin comme officier d'opération militaire pour l'ensemble de la zone nord. Ça s'appelait à l'époque délégué militaire régional, et la zone nord avait la lettre A. L'été donc se passe, très chaud, très pénible semble-t-il dans cette prison, et puis finalement il y avait bien eu le débarquement, et donc les troupes anglaises notamment étaient en train de remonter, avaient pris Arras, et vers la fin du mois d'août étaient à 2 doigts de libérer Lille. Et donc l'Hospital, forcément, prison qui jouxte pratiquement la ville de Lille. Et donc le 31 août, les Allemands trient les hommes, les femmes, les enfants, embarquent les hommes dans des wagons qui partiront de la gare de triage de Tourcoing, dans des voitures d'abord jusqu'à la gare de triage de Tourcoing, et de Tourcoing, qui en 5 à 6 jours rejoindront le camp de Sachsenhausen-Oranienburg. Raymond Fassin sera un peu plus tard, vers novembre 1944, transféré à un grand camp du nord de l'Allemagne, qui s'appelle Neuengamme, près de Hambourg. C'était le grand camp de concentration de Hambourg, mais qui avait des camps satellites, des sous-camps sur pratiquement jusqu'à 350 km au sud de Hambourg. Et c'est au camp de Wattenstedt où on raconte qu'il a eu les mains gelées, qu'il a refusé de travailler, et puis que sur le livre des morts, au 12 février 1945, on dit qu'il est mort de pneumonie intestinale, je ne sais pas quoi. Enfin bon. En fait, c'était probablement la dysenterie et toutes les maladies qui frappaient les déportés. Il est parti trop tôt en déportation pour qu'il ait pu après me revoir
puisque quand il est parti, j'étais né le 20 juin 1944, il est parti en déportation le 1er septembre 1944, donc il n'est pas revenu, par conséquent il ne risquait pas de me connaître et moi de le connaître non plus.